Ce matin, nous revenons donc sur une étude à la fois passionnante et extrêmement inquiétante, publiée aujourd'hui par l'Observatoire des emplois menacés et émergents et la COFAS, avec un chiffre terrible. 5 millions d'emplois en France pourraient être menacés par l'intelligence artificielle d'ici 2 à 5 ans. Alors l'automatisation n'est pas nouvelle, hein. Elle a d'abord touché les ouvriers, les employés, toutes les tâches que l'on peut considérer comme répétitives, mais cette fois, avec l'essor d'une intelligence artificielle dite agentique, on va revenir là-dessus, capable donc de planifier, de décider, d'agir seul, ce sont désormais des métiers considérés comme qualifiés, les cols blancs, bref, qui sont en première ligne, avec une question: que vaut encore le travail humain face à des machines qui sont rapides et évidemment moins chères? Alors pour en parler, nous sommes en compagnie de Simon Bunel. Bonjour, vous êtes Bonjour. professeur associé au département d'économie de l'ENS-PSL, vous êtes post-doctorant à l'INSEAD, vous avez été rapporteur de la commission de l'intelligence artificielle qui a remis un rapport à ce sujet à Emmanuel Macron en 2024. Axel Arquier, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste au CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale. Vous êtes cofondatrice de cet observatoire, l'Observatoire des emplois menacés et émergents, qui publie un rapport conjoint donc avec la COFAS, dont on va évoquer les conclusions. Et Juan Sébastien Carbonel, bonjour, vous êtes sociologue du travail, auteur d'un Taylorisme augmenté, une critique de l'intelligence artificielle aux éditions Amsterdam. Axel Arquier, quelques mots donc sur ce rapport qui fait la une, notamment du Figaro, une menace donc pour les emplois de jeunes diplômés. Alors déjà, je vais peut-être commencer par rappeler quelque chose qui ne figure pas dans l'étude. On ne parle pas de destruction d'emplois et encore moins de 5 millions d'emplois détruits. Ce qu'on essaye d'analyser, c'est la part des tâches qui pourraient être automatisées. Donc de là à traduire ça en termes de destruction d'emplois nets, il y a un fossé qu'on ne veut pas franchir parce que il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'économie. Par exemple, il y a une réaction de la demande peut augmenter. Il y a aussi une possibilité de création de nouvelles tâches. Donc c'est des choses qui sont envisageables. Donc on reste très prudent dans l'étude en parlant de potentielles techniques d'automatisation. Après, cette possibilité de destruction créatrice qui est souvent évoquée, moi, à titre personnel, je mets en garde contre cette idée que les nouvelles tâches qui vont apparaître seraient nécessairement plus efficacement faites par des humains, parce que quand on est face à des systèmes de plus en plus intelligents, on va sûrement y revenir, ce qui est le cas avec l'IA actuelle, on pourrait envisager que ces nouvelles tâches, une partie d'entre elles, soient aussi prises en charge par l'IA. Donc voilà, pour juste recentrer un peu les choses par rapport aux titres de presse récents, on ne parle pas de 5 millions d'emplois. Après, on voudrait quand même alerter sur ce qui risque d'être un choc. Bon, alors, même si la quantification, j'imagine, est compliquée, on entend chaque jour, on lit chaque jour des histoires de suppression Mhm. d'emplois. Je vous donne deux exemples. Prisma Presse qui dit supprimer la moitié de ses emplois de journalistes au profit de l'intelligence artificielle. Alors, c'est une nouvelle qui est extrêmement commentée. On se demande même dans quelle mesure l'intelligence artificielle n'est pas instrumentalisée là-dedans, ce qui est bon, quand même une situation assez paradoxale. Autre exemple, un cabinet, un gros cabinet de consultants qui annonce ne plus recruter autant de juniors qu'auparavant parce que précisément ces juniors sont aujourd'hui remplaçables par l'intelligence artificielle. Ce sont des gens qui lisent des rapports, qui fabriquent des rapports, bref, qui font des tâches que l'intelligence artificielle est censée faire aujourd'hui de manière aisée. Axel Arquier. Alors effectivement, ce qu'on constate donc, sur les études économétriques qui ont été menées notamment aux États-Unis, il semblerait qu'il y a quand même un lien entre ralentissement de l'embauche des jeunes et les professions qui sont plus exposées à l'IA et factuellement les entreprises qui ont adopté l'IA dans leur gestion. Donc les tâches qui sont menacées à court terme, c'est effectivement celles des juniors. En revanche, c'est possible que ce soit seulement une première étape parce que la technologie n'est pas mature et face à une technologie qui n'est pas mature, quand vous êtes une entreprise, vous commencez par ralentir les embauches, donc ça tombe sur les juniors. Et dans un deuxième temps, avec cette IA agentique dont on va sûrement parler, il pourrait y avoir des postes plus seniors qui pourraient être concernés. Après, je vous rejoins sur le fait que je pense que l'IA actuellement, à ce stade de la technologie, est très souvent utilisée comme un prétexte pour des licenciements qui ont d'autres objets. Donc ça, je pense que c'est vrai, mais pour autant, je ne pense pas que ça préjuge du fait qu'il n'y ait pas, Oui, oui. dans quelques années, des licenciements à venir. Les deux coexistent, hein. Je ne Exactement. prétendais pas que Ouais. c'était uniquement de l'instrumentalisation. Juan Sébastien
Carbonel, je vous vois opiner du chef. Oui, 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 je suis d'accord avec ce qu'a dit Axel Arquier dans le sens où bon, il y a deux éléments. Premièrement, oui, en effet, l'intelligence artificielle apparaît comme une excuse parfaite en quelque sorte parce qu'il n'y a pas de responsable lorsqu'on annonce des licenciements à cause de l'intelligence artificielle avec des guillemets. C'est-à-dire que les employeurs se voient déresponsabilisés puisque voilà, l'intelligence artificielle est présentée comme un facteur exogène. C'est pas eux en quelque sorte qui licencient, mais l'intelligence artificielle. Mais il faut rappeler toujours que non seulement ce sont les employeurs qui licencient, mais aussi chaque fois qu'il y a l'introduction d'une nouvelle technologie, ce sont les employeurs qui décident de l'introduire ou non et de la façon dont elle est introduite. Et il y a un autre élément, non seulement il y a la question du ralentissement de l'économie, il y a aussi que parfois ces plans de licenciement avec l'excuse de l'intelligence artificielle pourraient cacher des formes de délocalisation. Et c'est quelque chose que les travaux en sociologie ont très bien montré, c'est qu'il y a de plus en plus une chaîne de valeur de l'intelligence artificielle qui est internationale, avec voilà, la sous-traitance ou la délocalisation des pays du tiers-monde de tout un tas d'activités de traitement de données, d'entraînement des algorithmes, de fonctionnement tout simplement de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et si je peux me permettre d'ajouter justement un deuxième élément, c'est que il faut s'intéresser aussi à pourquoi les médias ont repris même le rapport d'Axel Arquier, mais justement en le mal interprétant en quelque sorte. C'est parce que l'IA est un sujet concernant, comme on dit dans les médias, et ça attire aussi des clics, ça attire de l'intérêt, et en dernière instance, ça attire des annonceurs. Et c'est aussi ce qu'il faut comprendre, c'est que ça permet d'expliquer pourquoi il y a autant d'intérêt ou de discours catastrophistes, si vous voulez, sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. Oh, je pense que on voudrait défendre les médias, mais il y a aussi, si vous voulez, un phénomène qui est une véritable révolution, parce que quand vous voyez un taxi autonome, quand vous voyez, par exemple, l'intelligence artificielle faire le résumé d'un livre en quelques secondes, vous vous dites que c'est une véritable révolution. On pourrait en parler tous les jours, mais justement, on a peu l'occasion d'en parler, parce que ça, c'est un peu l'agenda absurde des médias. Il faut une information nouvelle, entre guillemets, pour pouvoir évoquer ce sujet. Donc ce rapport fait affaire, donc fait notre affaire à cet égard. Simon Bunal, justement, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce discours de Juan Sebastián Carbonell, si je vous ai bien suivi, qui consiste à dire qu'on a toujours le choix et qu'il ne faut pas accentuer la révolution que représente l'intelligence artificielle pour les emplois? Alors, on a le choix et on n'a pas le choix dans le sens où c'est quand même une technologie effectivement qui vient, vous le mentionniez, je pense que c'est effectivement important de le garder à l'esprit. Pour revenir à ce que disait Axel Arquier, je trouve ça très important effectivement de recontextualiser ces chiffres-là, donc de dire que c'est des emplois et des tâches exposées, qu'en même temps il y a la création de nouvelles tâches, mais aussi à court terme un effet de demande sur les tâches qui ne sont pas automatisées. C'est-à-dire que l'IA va automatiser des tâches, mais toutes celles pour lesquelles l'IA ne sera pas capable de le faire, il y aura une demande qui va augmenter sur les autres emplois. Lesquels? Alors, Lesquels? Parce que justement, on en vient à se demander. les emplois, mais sur les tâches, par exemple, si vous dites, bah voilà, l'IA est capable de me résumer très rapidement un livre, mais à la fois, il faut qu'après, vous soyez capable de l'absorber, ce résumé, que vous soyez capable de le mettre en lien avec vos connaissances. Et ça, c'est un goulet d'étranglement que l'IA va pas a priori résoudre, à part si un jour l'IA remplace entièrement votre emploi. Mais en tout cas, on n'en est pas encore là. Et donc, à court terme, c'est jamais évident de faire la part des choses entre ces deux choses-là. Et l'autre chose qui m'a un petit peu surprise quand on a eu la sortie de l'étude et la reprise médiatique, c'est qu'il y a 2 ans, il y avait des chiffres qui étaient tout à fait comparables. Le FMI, en 2023, vous dit 30% des emplois explosés dans les pays, dans les économies avancées. Le Bureau international du travail, pareil, août 2023, entre 5 et 16%. Donc, on retrouve les chiffres de l'étude. Et donc, en ça, je dirais pas que c'est un chiffre qui a été totalement surprenant. Il met en évidence le fait que les politiques publiques vont devoir prendre ce problème au sérieux. Simon Bunel, on a l'habitude d'entendre des thématiques schumpeteriennes. Schumpeter était un grand économiste. Il expliquait qu'il y avait un processus qui était classique dans le capitalisme, qui était un processus de destruction-création. On détruit des emplois et puis on en crée parce qu'il y a une nouvelle technologie. C'est un grand débat chez les économistes. Les choses ne sont évidemment pas simples. Mais est-ce que l'on a déjà vu une technique qui était réputée supprimer 30% des emplois? Alors, c'est compliqué de revenir dans le passé, c'est-à-dire que la vague de l'intelligence artificielle, c'est compliqué d'avoir les mêmes outils pour réinterpréter ce qui s'est passé au moment, par exemple, des chaînes de montage, etc. Donc c'est un travail Chaîne de difficile. montage, introduction de l'électricité. Tout à fait. Et de l'ordinateur, il y a quelques années, etc. Donc, on n'avait pas forcément les mêmes outils. C'est compliqué de le mesurer. Chez Schumpeter, ce qui est intéressant, c'est que, donc, évidemment, ça se traduit en termes d'emploi, mais à la base, son idée, c'est plutôt l'activité économique. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui vont disparaître, laisser place à d'autres secteurs, et ça se traduit par, effectivement, les destructions et l'emploi.
L'enjeu, c'est un petit peu le timing cette fois-ci. C'est-à-dire que historiquement, il y a eu des études, notamment aux États-Unis, qui ont montré que le temps caractéristique d'une révolution technologique, c'est de l'ordre de la décennie, ce qui fait que si vous commencez un emploi à, disons, 20-25 ans, et ben sur plusieurs décennies, même si à la fin de votre Vous avez la emploi, paix. vous avez la paix, mais en revanche, si maintenant le temps caractéristique se réduit, ça va évidemment poser des questions en termes de requalification au cours de la carrière. Axel Arquier, je vous vois réagir. Oui, alors effectivement, Simon a raison. Après, ce que je voudrais rappeler, c'est que toutes les transitions dans le passé ont été coûteuses humainement. C'est-à-dire que quand on prend récemment la désindustrialisation, on voit que les hommes peu diplômés aux États-Unis ont perdu 15% de salaire réel depuis 1980. 15% de salaire réel, c'est 15% de pouvoir d'achat. Donc il y a beaucoup de gens, et on n'a pas les mêmes études pour la France en ces termes-là, mais on a beaucoup de gens qui, dans ces transitions, perdent leur emploi, qui ont été abandonnés. Hein. Les ouvriers de l'industrie automobile qui ont été remplacés à la fois par des robots et également, comme Juan Sébastien l'évoquait, par un processus de délocalisation. Ces gens-là ont été abandonnés. Il y a eu des perdants de la désindustrialisation, comme c'est le cas dans toute révolution technologique. Donc là, ce qui peut être inquiétant, c'est d'avoir des perdants de l'intelligence artificielle et que les pouvoirs politiques ne s'en occupent pas. Je pense que la formation ne sera pas suffisante. Mais alors, parce que les pouvoirs publics, comme le disait le regretté Lionel Jospin, l'État ne peut pas tout. Qu'est-ce que vous faites la grimace. Ce que je veux dire, c'est que si les emplois deviennent inutiles, si les qualifications sont obsolètes, il y a la formation, il y a l'éducation. Qu'est-ce que l'État peut faire d'autre? Alors, je pense que la formation, dans le passé, n'a pas fonctionné suffisamment. Je pense qu'il faut le faire. Mais là, si on a un choc massif sur le marché du travail, il va falloir redistribuer. Il va falloir repenser la façon dont la fiscalité est organisée. Juan Sébastien Carbonel, qu'est-ce que vous en pensez? Euh, Qu'est-ce que l'État peut faire? Vous nous dites, il y a les médias montent en épingle et il y a une instrumentalisation de la question de l'intelligence artificielle par certaines entreprises. Oui, oui, tout à fait. Moi, je comprends qu'il y ait l'effort d'économistes et c'est tout à fait respectable de vouloir faire des modèles économiques et justement parfois même faire de la prospective. Et moi, je suis toujours très réticent aux prévisions un peu sur le moyen terme ou même sur le long terme parce que j'utilise toujours cette métaphore, c'est-à-dire que si on se place en 2019 en essayant de penser qu'est-ce que sera le monde du travail en 2024, en fait, personne n'aurait pu prévoir qu'est-ce que serait le monde du travail en 2024. C'est pour cela que de temps en temps, comme l'a évoqué Simon à l'instant, il y a des rapports qui disent il y aura tant d'emplois qui seront potentiellement détruits par l'intelligence artificielle, la digitalisation, la quatrième révolution industrielle, etc. Les termes même changent de temps en temps. Moi, je suis vraiment très sceptique vis-à-vis de ces prévisions. Il y a un autre élément qui, à mon avis, est important à avoir à l'esprit, c'est que certes, on se concentre, et là encore, c'est très intéressant et tout à fait légitime, sur les quantités d'emplois qui pourraient être potentiellement détruits. Mais là encore, comme l'a dit Axel Arquier à l'instant, il faut se concentrer sur aussi les emplois qui restent. C'est-à-dire que pourraient devenir les emplois aujourd'hui, soit d'ouvriers dans l'industrie, de préparateurs de commandes dans la logistique ou encore dans le secteur de services. Et moi, la thèse que je défends, c'est une thèse de déqualification potentiellement par l'intelligence artificielle. Le travail deviendrait plus simple, moins intéressant, potentiellement avec de l'intensification du travail et plus de contrôle justement de l'employeur là-dessus. Bah alors, vous n'êtes pas très optimiste non plus. Non, pas du tout. Bon, merci beaucoup pour cette précision. Simon Bunel, un commentaire sur ce qui vient d'être dit. Oui, moi je suis tout à fait quand même d'accord avec ce que disait Axel. Il ne faut pas balayer d'un revers de main les peurs des gens par rapport à l'IA. C'est tout à fait légitime. Quand, voilà, l'expérience que vous décrivez sur les journalistes, etc., c'est quelque chose qu'il faut tout à fait prendre en compte. Il y a en même temps quelque chose qui me fait peur aussi, c'est que quand on entend ça, on a l'impression qu'on est seul face à la technologie. Et la vérité, c'est qu'on est en concurrence internationale, qu'il y a d'autres pays qui peuvent adopter cette technologie-là. Et il y a une étude qui est sortie il y a 2 jours qui montre que la France est en retard en termes d'adoption de l'IA par rapport aux États-Unis, évidemment, mais par rapport aux autres pays d'Europe. Et si l'effet, c'est vous gagnez en productivité parce que vous utilisez l'IA et donc vous avez voilà, les entreprises qui ne sont pas assez compétitives qui risquent de fermer, et bien dans ce cas-là, on en revient à la question de la délocalisation que Axel mentionnait. Le risque, c'est aussi de freiner l'adoption et de se faire déplacer notre emploi par des concurrents étrangers. Donc il faut aussi prendre en compte ces effets qu'on n'est pas seul face à la technologie, il faut aussi prendre en compte les effets de concurrence internationale. Quoi. Donc, bon, mais ces effets de concurrence internationale, après tout, on pourrait se dire que, je ne sais pas, politiquement, on a le choix et qu'on pourrait décider de diminuer l'utilisation de l'IA au profit de l'emploi. Je prends par exemple un exemple classique, celui des pompes à essence au Japon. On peut très bien imaginer des pompes à essence automatiques, elles le sont pour la plupart en France. Au Japon, ce n'est pas le choix qui a été fait, Axel Arquier.
Je pense que là encore, Simon a raison. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend du type de produit ou service que vous vendez. Donc, quand c'est des choses qui doivent être matériellement sur le territoire, effectivement. Mais si vous êtes en concurrence avec l'étranger, là, il y a un problème à interdire l'IA et à rendre les entreprises moins productives. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc, pour une station essence, c'est tout à fait valable. Mais si vous fabriquez des tuyaux d'arrosage et que vous êtes en concurrence avec la Chine et que vous imposez des restrictions, effectivement, il y a un souci. Donc, il faut envisager les choses d'une façon différente d'une interdiction, à mon avis. Bon, j'ai peur qu'il n'y ait pas beaucoup de tuyaux d'arrosage qui soient fabriqués aujourd'hui encore en France. On va se retrouver dans une vingtaine de minutes. On va évoquer aussi le coût de l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle a un coût. Et il y a aussi des coûts cachés, notamment des coûts écologiques et ceux-ci doivent être pris en compte dans cette manière d'appréhender cette nouvelle technologie. Axel Arquier, vous êtes économiste au CEPI. Juan Sébastien Carbonel, on vous doit un taylorisme augmenté, critique de l'intelligence artificielle aux éditions Amsterdam. Et puis Simon Bunel, vous êtes professeur associé au département d'économie de l'ENS-PSL. Il est 8 heures sur France Culture. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Retour à la question du jour, l'intelligence artificielle avec un rapport signé par l'Observatoire des emplois menacés et émergents et la COFAS qui évoque une possibilité de 5 millions d'emplois supprimés en France menacés par l'intelligence artificielle. On en parle avec Simon Bunel, professeur associé au département économie de l'ENS-PSL, Juan Sébastien Carbonel, qui est sociologue du travail, on vous doit un taylorisme augmenté, une critique de l'intelligence artificielle, et Axel Arquier, qui est économiste au CEPI. Axel Arquier, il y a une chose qui n'est pas souvent prise en compte dans l'intelligence artificielle, c'est d'une part son coût, parce que la plupart de ces entreprises sont aujourd'hui des entreprises naissantes qui touchent des milliards de dollars en dotation et dont le développement coûte très cher. Donc on se demande si finalement le prix que nous payons pour cette intelligence artificielle n'est pas en deçà de son coût réel, c'est la première chose, coût réel qui pourrait finalement rendre les êtres humains pas si non compétitifs que cela. Première chose. Et puis deuxième chose, évidemment, le coût écologique. On l'a répété, il y a toutes sortes de raisons de s'inquiéter de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Si on réintroduit ces deux coûts dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, finalement, est-ce une si bonne affaire ? Alors tout à fait, d'ailleurs c'est quelque chose qu'on évoque dans le rapport avec la COFAS, c'est-à-dire que dans le cadre de ces systèmes d'IA agentiques, qui sont en fait une combinaison des modèles de langage type ChatGPT, vous avez dans ces architectures des appels entre modèles qui vont être multipliés, donc c'est ce qu'on appelle les coûts d'inférence. Un coût d'inférence, c'est simplement le coût lié à une requête à un LLM, et donc dans le cadre de cette IA agentique, on risque d'avoir une explosion des coûts d'inférence qui, comme vous le dites, sont en plus le coût actuel qui est payé un peu sous-évalué. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a un peu de mal à prévoir et qui, pour un déploiement à l'échelle de l'IA agentique dans une économie, dans toutes les entreprises, va peut-être se révéler effectivement limitant par rapport au coût, entre guillemets, d'un humain en termes salariaux. Et ensuite, évidemment, on a le coût énergétique. Et là, c'est un peu la même chose. Si on déploie ça à l'échelle du monde, on risque de buter sur une contrainte écologique. Enfin, on espère qu'on va prendre conscience qu'elle existe. Et là, il y a toutes les questions liées rien qu'au data center, en fait. On voit qu'aux États-Unis, vous avez Bernie Sanders qui demande des moratoires qui sont justifiés par ces coûts environnementaux et au niveau local, des pénuries d'eau. On voit des gens qui ne peuvent plus tirer la chasse d'eau chez eux parce que le data center à côté de chez eux a pris toute l'eau. Donc c'est effectivement des questions qui se posent. Oui. Et encore, il y a les toilettes sèches, mais pour le reste, effectivement, on voit bien, Simon Bunel, que c'est compliqué de considérer que cette technologie est aujourd'hui au prix où elle est proposée. Et ça aussi, je pense que c'est une nouveauté dans le domaine de l'histoire économique, parce que donc on a parlé de Schumpeter, on a parlé donc d'innovation, etc. Mais quand une innovation est sous-valorisée ou vendue à un prix très nettement inférieur de sa valeur réelle. Non, tout à fait. C'est un enjeu. Après, c'est quelque chose qui peut être pas si rare dans le capitalisme récent. Amazon a mis des dizaines d'années. Je ne parlais pas du capitalisme récent, je parlais de l'introduction des technologies de rupture, la vapeur, l'électricité, etc. Alors,
Oui, et à la fois, il y a toujours cet enjeu voilà, d'investissement à court terme pour prendre l'ensemble du marché. Et donc forcément, il y a un peu cette course aux investissements privés pour être l'acteur dominant qui va prendre le marché de ce point de vue-là. Donc le fait que ces modèles d'IA ne soient pas très rentables à court terme, c'est pas totalement surprenant. Et c'est en ça qu'il faut maintenir un niveau de concurrence suffisant dans le secteur. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs acteurs qui se font la guerre, de fait, ça va les contraindre à être suffisamment profitables vite vis-à-vis de leurs actionnaires et donc d'aller plus vite vers la rentabilité, d'avoir un vrai coût de l'IA pour justement le comparer au coût humain. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas réintroduire les externalités, donc en l'occurrence par exemple la pollution suscitée, enfin pollution au sens le plus large du terme, hein, suscitée par l'intelligence artificielle? Si, on peut. Alors, c'est ce qu'essaye de faire l'Europe, d'utiliser des mécanismes d'ajustement, de prise en compte des quotas carbone. Et c'est en ça que ce combat doit être mené à l'échelle internationale. C'est-à-dire qu'il faut forcer aussi les autres pays, donc notamment les États-Unis, Ça va à pas les être prendre. facile. Ça va pas être facile. Et donc, il faut le faire et il faut pousser ce message-là. Et il faut évidemment pas du tout oublier ces externalités négatives. Bon, autre coût, Juan Sebastián Carbonell, de l'intelligence artificielle, le coût de la non-qualité, parce que l'intelligence artificielle fait un certain nombre d'opérations comme les êtres humains, mais parfois, souvent, moins bien que les êtres humains. Oui, tout à fait. C'est un problème qui est rarement évoqué, même si c'est de plus en plus présent dans la littérature. C'est ce qu'on appelle une automatisation good enough, c'est-à-dire suffisamment bien pour être accepté par le client final. C'est-à-dire qu'une IA peut bel et bien traduire un livre, un roman, quelque chose comme ça, qui nécessite justement un certain nombre de compétences, une dimension créative, comme dans le cas du travail d'être traductrice et de traducteur, qui est encore un métier semi-artisanal. Mais une IA peut être utilisée pour faire ce travail-là et on se retrouve dans une situation où la production finale est de pas très bonne qualité en raison de toutes les limites de l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais qui est acceptable en quelque sorte. Et je vais prendre un exemple qui est très parlant, qui a beaucoup fait le buzz ces derniers temps. Il y a une vidéo de Tom Cruise et Brad Pitt qui se battaient dans une vidéo générée en fait par une intelligence artificielle chinoise pour montrer que demain on pourrait très bien se passer d'acteurs de Hollywood ou des choses comme ça. Il y a 3 choses à dire sur cet épisode. Premièrement, que en réalité il y avait des acteurs chinois sur qui on a mis la tête de Brad Pitt et de Tom Cruise, ce qui montre en fait qu'il y a toujours du travail humain précaire, non qualifié, non reconnu, etc. Derrière. De l'autre côté, il y a le fait que en fait le problème de cette image-là, de Brad Pitt et Tom Cruise qui se battaient dans un scénario un peu post-apocalyptique sur des ruines ou que sais-je, c'est que ça dit beaucoup sur ce que les studios en fait de Hollywood pensent que devrait être en réalité un film d'action quelconque, etc. Et en fait, ça dit aussi en quelque sorte, ça dit aussi beaucoup sur ce que le public attend également sur ce que devrait être un film d'action, c'est-à-dire 2 acteurs hollywoodiens qui se battraient dans un scénario post-apocalyptique. Et j'ajouterais peut-être un autre problème, c'est que, comme l'a dit Axel Arquier à l'instant, c'est que les modèles de langage sont en réalité pas si peu chers que ça, sont chers, et il y a un enjeu en fait pour ces entreprises-là de trouver du financement et du financement en fait un peu durable, et c'est ce qui explique en fait le virage aussi militaire de tout un tas d'entreprises de la Silicon Valley. Alors, le virage militaire, parce que alors, donc ça fait partie d'un chapitre en tant que tel, l'utilisation militaire de l'intelligence artificielle. Juan Sebastián Carbonell, un commentaire à ce sujet. Pour moi, en fait, il ne faut pas expliquer le virage militaire des entreprises de la Silicon Valley pour des raisons idéologiques, purement idéologiques. C'est-à-dire que l'idéologie, pour moi, c'est ce qu'il faut expliquer, non pas ce qui explique. Et en fait, ces entreprises-là voient dans l'État et dans le Pentagone et dans tout un tas de contrats qui n'existent pas que dernièrement, mais en fait qui ont existé aussi sous l'administration Biden et même sous l'administration de Obama. Ils voient dans l'État en fait une manne financière leur permettant de maintenir leur modèle économique un peu sur un plus long terme, quoi. Bon, c'est ce qui est le rôle du Pentagone aux États-Unis, de favoriser l'innovation dans tous les Tout un tas de secteurs, secteurs. mais qui pose là aussi des questions inédites dans la manière dont les guerres sont menées, par exemple la guerre au Proche-Orient aujourd'hui. Absolument. Absolument. Oui, il y a l'exemple important en ce moment du projet Maven, comme on appelle, qui est un projet de reconnaissance de cibles à partir d'images de surveillance de drones. Et c'est un projet qui avait commencé à être développé chez Google, mais il y a eu des protestations de la part de salariés de Google, d'ingénieurs de Google, qui avaient refusé que leur entreprise
prennent ce virage militaire. Et le projet a été pris ensuite puisque Google ne l'a pas fait, et Google a adopté toute une série de mesures éthiques, etc. Le projet a été pris en charge par Palantir, qui aujourd'hui est une entreprise qui est très connue parce qu'elle est très imbriquée dans le complexe militaro-industriel et très proche aussi de la Maison-Blanche. Mais voilà, ça montre en fait qu'il y a une pression très importante pour tout un tas d'entreprises qui aujourd'hui ont pris ce virage militaire. Simon Bunel. Oui, juste pour revenir sur la question de l'IA good enough, il y a un peu deux catégories. C'est-à-dire qu'il y a sûrement des usages pour lesquels on est content d'avoir une IA good enough, genre pour traduire ses mails en anglais. Moi, je suis très content aujourd'hui d'avoir une IA qui me relie. Et après, c'est à nous, en tant que consommateurs, d'être exigeants sur avoir une IA de qualité dans la traduction de livres, dans la création de contenu, etc. Et du coup, avoir ce réflexe-là du côté de la demande et éventuellement mettre en place des réglementations qui permettent de sauver sur ces catégories-là un emploi très qualifié. Oui, mais c'est la question de l'élasticité du prix. C'est-à-dire combien êtes-vous prêt à payer en plus pour avoir un travail parfait? Tout à fait. Et ça, c'est un vrai enjeu. Et c'est un vrai enjeu qu'on doit aussi mesurer, nous, économiquement, pour être capable de comprendre la façon dont les gens veulent réagir à ça. Et il ne faut pas non plus tout à fait balayer d'un revers de main le fait que pour certains emplois, ça permet aussi de gagner en qualité. C'est-à-dire que moi, avant, il y avait certains pans de l'économie sur lesquels j'étais moins bon. Je peux demander à l'IA de m'assister sur ces emplois-là et je gagne en qualité sur d'autres tâches. Donc, c'est ça la complexité, c'est ça l'intérêt des études comme celle d'Axel Arquier, c'est d'avoir qu'un emploi, c'est un ensemble de tâches et de prendre tout en jeu. Mais alors, il y a aussi d'autres choses qui sont inquantifiables, qui relèvent du travail, mais qui relèvent du travail inquantifiable. Je pense par exemple au travail artistique. Il y a par exemple un certain nombre de choses, comme par exemple la création musicale. La création musicale aujourd'hui sur intelligence artificielle peut se faire. On peut le faire de manière d'ailleurs assez sophistiquée, assez complexe. Et néanmoins, évidemment, ça n'est pas de la création musicale. Est-ce qu'à terme, on ne peut pas risquer d'appauvrir le patrimoine humain, Simon Bunel, parce que l'intelligence artificielle, utilisant un certain nombre de techniques mimétiques... Simon Bunel, est-ce que vous voulez répondre ? Non, tout à fait. Je pense qu'il y a ce risque de converger vers une espèce de situation intermédiaire où l'IA est finalement entraînée sur des contenus moins bons qu'elle aura elle-même générés et que finalement on converge vers un niveau intermédiaire. Donc ça, c'est clairement des choses qu'il faut prendre en compte dans la réglementation, dans la façon dont on réfléchit à ce type de modèle. Mais comment réglementer ça ? Est-ce que vous avez des idées, Axel Arquier, si par exemple la musique s'appauvrit, si je ne sais pas, les textes s'appauvrissent, enfin bref, il y a aussi un certain nombre d'évolutions qui sont des évolutions qui peuvent susciter l'inquiétude sans que l'on comprenne très bien comment lutter contre. Alors, je pense qu'effectivement, comme le dit Simon, il y a une question de préférence. Au bout d'un moment, si les gens préfèrent un contenu plus médiocre, voilà. Donc ensuite, il y a l'intervention des pouvoirs publics qui pourraient passer par exemple, avoir des types de labels faits par humains, validés, entièrement réalisés par un humain. Ce type de choses pourrait exister. Et vous pourriez avoir, je ne sais pas exactement techniquement comment ce serait possible, mais ce roman a été écrit 100% par un humain. Cette musique a été... voilà. Si c'est quelque chose... Ce qui n'est pas complètement exact non plus, puisque quand vous prenez un traitement de texte, par exemple, vous avez un certain nombre de mais disons sans intelligence, sans recours à des modèles de diffusion, sans recours à un modèle de langage, etc. Enfin, c'est des choses auxquelles on pourrait réfléchir. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que les modèles de langage, ils sont par exemple très utiles pour corriger l'orthographe. Ils sont utiles aussi pour corriger des erreurs de syntaxe. Donc, si vous voulez, c'est comme la cuisine au restaurant sans produits surgelés. Il y a des moments où vous utilisez des produits surgelés sans que la qualité globale soit en cause. Je pense qu'on pourrait faire une distinction entre un roman qui a été généré par Claude et un roman qui a été écrit par une humaine, un humain, et qui a été corrigé, édité par une IA pour les fautes d'orthographe. Je pense que c'est des choses qui seraient faisables. Après, il y a un problème qu'on n'a pas évoqué pour revenir sur l'utilisation des armes autonomes, etc., et qui rejoint aussi une des limites à l'automatisation, qui est l'explicabilité de ces modèles. C'est-à-dire que la façon dont ils sont constitués, c'est des énormes matrices avec plein de chiffres, en gros, pour simplifier. Et du coup, toute décision prise par ces modèles est inintelligible pour un esprit humain.
Donc ça pose deux problèmes. Ça pose heureusement une limite à l'automatisation, parce que quand vous ne pouvez pas expliquer la décision d'une machine de façon logique, si elle vous dit augmente la température dans une usine chimique, mais que vous n'êtes pas sûr que ce n'est pas une hallucination et que ça répond bien à un raisonnement logique, vous n'allez pas le faire. Et la seconde, c'est effectivement l'utilisation dramatique dans le cadre de la guerre. Vous pouvez avoir une école qui est visée et la personne qui doit détonner ne peut pas vérifier la logique parce que voilà, on est face à ces matrices énormes. Donc cette dimension des modèles, je trouve, est souvent négligée dans le débat public, alors qu'elle rejoint à la fois la discussion sur la guerre et la discussion sur l'automatisabilité et ses limites et ce frein qui va exister dans plein d'activités critiques, heureusement. Juan Sébastien Carbonel. Oui, sur la question du travail artistique, moi je pense que le problème est en général assez mal posé, parce que le problème là encore n'est pas lié en tant que tel, mais le fait que des employeurs ou des commanditaires imposent par exemple à des traductrices ou des traducteurs l'usage de l'intelligence artificielle, principalement pour réduire le coût de la prestation, le coût de la traduction, pour que le travail de traductrice et de traducteur devienne ce qu'on appelle dans le milieu de la post-édition, c'est-à-dire la correction de textes produits par de l'intelligence artificielle. Et après, on a évoqué à l'instant, on a cité Jospin qui disait que l'État ne peut pas tout. Oui. Peut-être, mais je pense que les organisations de salariés, elles peuvent quelque chose. Et c'est le cas de tout un tas de secteurs où les organisations de salariés refusent quand même l'intelligence artificielle parce que cela produirait donc soit de la déqualification, soit une baisse des tarifs dans le cas de la traduction, de texte. Non, quand je disais l'État ne peut pas tout, effectivement en référence à cette phrase de Lionel Jospin, et il y a aussi la question de savoir si l'État peut effectivement empêcher la course à la productivité des entreprises, si encore une fois c'est une productivité qui est une productivité véritable, c'est-à-dire si les coûts complets de la technologie sont utilisés. Juan Sébastien Carbonel. Le problème, c'est que l'État français aujourd'hui est donc inséré dans cette course à l'intelligence artificielle. Et comme cela a déjà été dit, l'État français est dans une très mauvaise position face à ses concurrents qui sont principalement les États-Unis et la Chine. Et donc l'État français aujourd'hui n'a aucun intérêt à, disons en quelque sorte, répondre aux besoins des salariés ou de la population. Pas plus tard qu'hier, il y a eu l'annonce d'un nouveau data center en région parisienne pour Mistral, qui aura bien sûr les effets qui ont déjà été évoqués comme concurrence sur le réseau électrique ou consommation massive d'eau. Donc, c'est pas que l'État ne peut pas tout, mais l'État ne veut pas, en quelque sorte. Axel Arquier, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis d'accord sur le fait que le prisme par lequel l'IA est considérée d'un point de vue politique est uniquement les gains de productivité, ce qui, à mon sens, est quand même très, très problématique, même si je suis aussi d'accord qu'il faut, d'un point de vue souveraineté, avoir un développement de cette industrie ici, d'autant plus que si on veut parler de redistribution, ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure, redistribuer quoi ? Parce qu'en l'état actuel des choses, du point de vue de la France et de l'Europe, comme le disait Juan Sébastien, ces entreprises sont situées aux États-Unis et en Chine. En plus, on assiste à cette intégration verticale de l'écosystème de l'IA qui fait qu'on a des entreprises qui sont très puissantes et qui ne sont pas sur notre territoire. Donc le jour où il faudrait éventuellement redistribuer, comment on va prélever ? Qu'est-ce qu'on va prélever si on n'a rien ici ? Mais alors, là aussi, est-ce que, Simon Bunel, on a vu des exemples de technologies passées qui ont été freinées par des mécanismes d'ordre légaux, administratifs ? L'ego administratif, alors, oui, dans la diffusion il y a très longtemps, du métier à tisser, il y avait, le gouvernement anglais, à l'époque, la reine Elisabeth Ier avait interdit l'utilisation des premières innovations dans le tissu. Et finalement, la révolution technologique s'est imposée dans le temps. Parce que voilà, il y a elle s'est faite en Angleterre. Et elle s'est faite, il y a eu les Ludites qui ont lutté, et ça s'est quand même fait, parce qu'il y a la concurrence internationale, parce que quand d'autres adoptent, on est obligé d'adopter. Et donc, évidemment, ces effets d'équilibre généraux, il faut toujours les garder à l'esprit. On n'est pas le seul acteur, la France n'est pas le seul acteur au monde à se poser ces questions-là, et on doit agir aussi en prenant en compte les réactions des autres. Axel Arquier, comment répondre aux enfants, aux adolescents qui font des études, aux parents qui s'inquiètent pour les études ? Je sais que c'est un grand... Je vous vois perplexe, mais effectivement, c'est une question qu'on se pose. Qu'est-ce que l'on peut aujourd'hui étudier en étant sûr que son travail demain ne sera pas remplacé par l'intelligence artificielle ? Alors, en termes de certitude, je pense qu'il faut quand même être assez humble et qu'on n'en a aucune. Après, concrètement, si on en reste à des modèles de langage qui peuvent évoluer et qu'on n'a pas un développement de la robotique
qui s'accélère, on peut considérer que tous les métiers qui sont incarnés, qui demandent une présence physique, seraient relativement protégés. Mais on voit bien qu'on a parallèlement un développement de la robotique. Donc je ne sais pas si c'est un conseil de long terme. Qu'est-ce que c'est un métier incarné ? Un métier incarné, c'est un métier où vous avez besoin d'être là physiquement. Si vous êtes infirmier, si vous êtes professeur dans l'éducation nationale actuelle, on pourrait imaginer que ça évolue. Par exemple, aux États-Unis, il y a Ouais. un C'est grand des choix débat. politiques, ouais. Un grand débat pour savoir si les universités, lesquelles sont très chères, ne pourraient pas remplacer une partie de leurs professeurs par l'intelligence artificielle. Bah alors ça, c'est effectivement un choix politique. Je pense qu'il ne faut pas faire à titre personnel. Et après, pour revenir à votre question Ouais, de c'est qu'est-ce qu'il ne qu'est-ce faut pas étudier. faire, mais lorsque justement il y a une pression forte à la baisse pour les coûts de scolarité, lesquels peuvent être considérés comme trop élevés aux États-Unis. Je veux dire, c'est un débat qu'on peut avoir. Est-ce que c'est possible de freiner ce mouvement-là ? Bah, écoutez, en tout cas, d'un point de vue finances publiques, c'est sûr que des problèmes se posent tout le temps, mais avoir une déshumanisation de l'enseignement, surtout dans un monde où, pour répondre à votre question sur les jeunes, où ces interactions avec des intelligences artificielles conduisent progressivement à une perte de sens critique, quand vous n'avez rien connu d'autre en réalité. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que quand vous êtes très jeune, que vous n'avez connu que les interactions avec l'intelligence artificielle, il faut véritablement vous apprendre à raisonner par vous-même et à vous rendre compte que ça nous arrive à tous un glissement vers prendre ce que dit la machine comme une vérité, alors qu'il y a énormément d'erreurs, d'hallucinations intrinsèquement liées à leur mode de fonctionnement. Donc ça, c'est des choses qui s'apprennent dans l'éducation. Simon Bunal. Oui, pour revenir à votre question aussi sur que conseiller à des jeunes aujourd'hui, il y a une étude récente qui est assez intéressante qui essaye de faire la part des choses entre le fait que l'impact soit sur les jeunes et sur les positions d'entrée au sein du marché du travail, et montre que l'effet vient des positions d'entrée, dans le sens où les jeunes sont assez capables de s'adapter parce qu'ils sont exposés rapidement à LLM et de gérer des agents et donc de devenir, entre guillemets, dès le début de carrière, des managers d'IA et donc d'utiliser la technologie de ce point de vue-là. Et donc un bon conseil, je pense aussi pour les jeunes générations, c'est de se dire, testez l'outil, voyez ses limites, soyez capable de jouer avec, et justement ne faites pas l'erreur de ne pas regarder la technologie et du coup d'être confronté directement aux effets négatifs. Est-ce que là aussi... Oui, je veux dire, évidemment qu'il faut utiliser la technologie. Après, je pense que la chose qui protège dans l'état actuel des modèles, donc on a parlé de l'incarnation physique, après il y a la capacité à gérer les problèmes véritablement nouveaux. Ça, on sait que les modèles actuels, on ne peut pas présager de ce qui se passera demain, mais c'est des choses qui, quand c'était hors de leurs données d'entraînement, là où ils apprennent leurs capacités impressionnantes, il y a quand même un effondrement des capacités. Donc tous les métiers qui demandent de traiter des cas qui sont imprévisibles, qui ont une grande variabilité, vous êtes plus protégés que les autres. Juan Sébastien Carbonel, même question, Oui. Si on essaye de comprendre la situation des jeunes, qu'est-ce que l'on peut imaginer pour le futur ? Alors, je répète ce que j'ai dit plus tôt, c'est que là, je suis en général assez contre la prospective, dans le sens où on ne peut pas prévoir ce que sera... C'est pas vraiment de la prospective. Absolument, ça se passe absolument. aujourd'hui. Oui et non, dans le sens où... je vais vous donner un exemple qui est issu de l'enseignement supérieur. Il y a quelques années, il y avait la mode des MOOC. Donc, c'est un acronyme en anglais pour dire que c'est des cours préenregistrés et qu'on rediffuserait aux étudiantes et aux étudiants. Et ça avait été présenté comme, là encore, une solution au manque de personnel et des choses comme ça. Il y a eu un recul en arrière parce que les MOOC étaient vus comme des très mauvais outils pédagogiques. Et rien ne dit que demain, justement, ces enseignants virtuels faits par de l'intelligence artificielle seraient vus, là encore, comme un très mauvais outil pédagogique. Et on rentrerait, encore une fois, dans de la logique de good enough, c'est-à-dire une automatisation de mauvaise qualité, mais acceptable par les commanditaires ou des choses comme ça. Et là, je vais parler en tant qu'enseignant dans le supérieur où, évidemment, mes étudiants utilisent ChatGPT pour faire leurs devoirs. C'est comme ça. Mais moi, j'essaie de le voir non pas comme une catastrophe, mais essayer de le comprendre dans la longue histoire en fait, de l'utilisation du numérique dans le supérieur. Et en fait, évidemment, les étudiants utilisaient déjà Wikipédia, ils s'en servaient et il faut leur faire comprendre en fait, comment s'en servir, de la même façon qu'il faut leur faire comprendre comment se servir de ChatGPT. Merci beaucoup, Juan Sébastien Carbonel. Vous êtes sociologue du travail. On vous doit Taylorisme augmenté, critique de l'intelligence artificielle aux éditions Amsterdam. Axel Arquier, économiste au CEPI. Et Simon Bunel, professeur associé au département d'économie de l'ENS PSL.